Ils sont tous ex-membres des forces armées togolaises. Je me nomme M. Akapo Komi Adjete Gifa. Voilà. Je suis sous-officier des forces armées togolaises, sergent-chef à la retraite. Je m'appelle M. Konso Parounam. J'ai été militaire, incorporé dans l'armée depuis 1983. Je suis un ancien sous-officier des FAT, précisément sergent. Mon nom c'est Baouna. Et Baouna Mandaboué. Derrière leur visage se cache une histoire. Une histoire commune qu'ils ne souhaiteraient pour rien au monde revivre. Pali qui est venu, il a creusé un trou derrière et il a pris l'arme avec 2 éléments. Ils m'ont amené derrière le trou, il me dit de rentrer. Je suis rentré, ils ont mis le sable sur moi jusqu'ici. Alors j'avais la plaie. Ce que vous voyez là, c'est l'accident. Ce qui est sorti ici. Pali s'est permis de prendre le balai cantonnier. Parce que je les ai dit que bon, ça me fait mal. Pali a pris le balai cantonnier, mettre ici. Et le bateau est sorti. Dans les 7 jours que j'ai vécu là-bas, vraiment, j'étais privé de tout. Et le manger, le visite de mes parents, je ne savais à quoi m'en tenir. Ils nous interrogeaient à des heures impossibles. 1h du matin, 2h, minuit, et ils nous interrogent en slip. Donc, comme dans leurs interrogations, ils ne trouvent pas des éléments qu'ils veulent, ils ont décidé maintenant de nous maltraiter et de nous torturer. Leurs vies ont basculé en 2005 pour certains et en 2009 pour d'autres. Le sergent-chef Adjete Kwame Akapo est enfin libre. Il peut aujourd'hui faire ce qu'il veut, chose qui lui était impossible pendant plusieurs années. Cet ancien officier des forces armées togolaises a passé 7 ans derrière les barreaux, interpellé dans l'affaire Da Silveira en 2005. On était accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On était 6 interpellés dans le cas de Monseigneur Poudro et Da Silveira Hermès. On a été arrêtés. Moi principalement, on m'a arrêté le 9 juillet, le samedi 9 juillet 2005. J'étais à la maison vers 14h30 comme ça. Et un collègue, un de mes éléments, c'est le caporal-chef Amétépé Yaoui. Il m'a appelé de le joindre au niveau de l'Omégan. Je me suis rendu au lieu et je vois l'officier Pali, Abina et quelques éléments que moi j'ai formés dans leur peloton P2, CIA et ses consorts. Ils m'approchent, comme je les connaissais, je me suis approché d'eux, je les ai salués. Ils me demandent, Pali en l'occurrence me demande, tu cherches qui? Je dis non, c'est un de mes éléments qui m'a donné le rendez-vous ici. Que c'est qui? Il dit c'est le caporal-chef Amétépé. Là, il dit bon, menotez-le. Je dis j'ai fait quoi? Et du coup, bon, les éléments sont sautés sur moi. Donc, ils ont arraché ma moto. Actuellement même la moto se trouve avec eux. Et ils m'ont menotté, amené à l'année avant c'était CTR. Une fois arrêté, il a subi des traitements inhumains et dégradants auxquels il ne s'y attendait pas. Cette erreur le hante encore 3 ans après sa libération. Pour la première fois, il accepte d'en parler. Ils m'ont emmené là-bas avec 2 menottes à la main. Vous allez voir des traces de 2 menottes. C'est comme ça. Donc ils m'ont emmené. J'étais resté de 14h, bon 45 heures, jusqu'à
17h, et Massina est arrivé. Il m'a présenté. Il dit, ancien, j'ai fait quoi ici? Sinon, ce sont ces éléments qui m'ont amené. Ensuite, je veux savoir ce que j'ai fait. Que c'est vous qui voulez faire coup d'état, non? Le coup d'état, tu veux devenir chef d'état-major? Il dit, moi, avec des injures comme ça, ils m'ont mis dans une piole là. Ils m'ont déshabillé, j'étais nu. Ils m'ont mis par terre. Et ils m'empêchaient même de me doucher. Ils m'ont vraiment... Après tout, c'est l'autre Pali. Pali qui est venu, il a creusé un trou derrière et il a pris l'arme avec 2 éléments. Ils m'ont amené derrière le trou, ils me disent de rentrer. Je suis rentré, ils ont mis le sable sur moi jusqu'ici. Alors j'avais la plaie. Ce que vous voyez là, c'est l'accident. Ce qui est sorti ici. Pali s'est permis de prendre le balai cantonnier. Parce que je les ai dit que bon, ça me fait mal. Pali a pris le balai cantonnier, mettre ici. Et le bateau est sorti ici. Il y avait le sergent-chef Tagba à l'époque. Un de mes éléments aussi que j'ai formé à Témédia. Il était à côté et il a secoué la tête. Après tout, il est revenu à moi dire que chef, du courage. Je ne pouvais rien. Je me suis tué. Après, Pali, même quand l'autre était venu, Massina était venu pour nous écouter, ils m'ont mis les menottes serrées. La main a été enflée. Au moins, il faut me desserrer les menottes. Je n'ai rien fait. C'est après qu'ils ont mené quelques tenues, me présenter que si je connais tout ça, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, je leur ai narré les faits. C'est comme ça que le caporal-chef AMTP m'a interpellé entre-temps. Il a un ami en Europe, au nom d'Achivera, Hermès. Il est chef d'entreprise, il va revenir, comme c'est avec ma moto là, je fais Zémidian. Il va essayer de le voir, il va me trouver un emploi. C'est sur ça même, on s'est échangé de numéro. Je ne connais rien à propos de ça. Donc ils ont dit de m'amener. Ils m'ont ramené, les menant toujours à la main. Du 9 juillet là jusqu'au 25, j'étais toujours en menottes, sauf je vais aller faire mes besoins. Ou bien ils me permettent, si Pali veut ça, d'aller me rincer un peu le corps. Donc tout ça là même, c'est sur l'arme braquée. Après, c'était le 22, et Pali m'amène derrière le bâtiment avec 4 hommes en armes, un caméraman, et Abina était derrière lui. Ils disent, un chef, tu vas nous répéter intégralement ce que nous venons de te dire. Quand on parle, tu répètes. D'abord, on va commencer, tu nous écoutes attentivement. Et ils ont commencé à dire que bon, que je n'ai qu'à dire que c'est l'UFC, les autorités de l'UFC qui nous ont monté de déstabiliser le régime. C'était commencé comment? Il a commencé par faire des actions. Je ne dirais pas ça. Donc le caméraman dit non, même s'il ne parle pas, on l'a en image, moi-même je saurais quoi faire. Donc j'ai ri. Il dit, moi j'ai fait la transmission. Je suis un artificier, sapeur. Ce que vous faites là, ça va retourner contre vous. Autre victime ou autre témoignage. L'adjudant-chef Konso Paruna et le sergent Bawena Mandaboué, eux, ont été arrêtés en 2009 dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont dit que oui, que le jour que ça tirait sur le député Pacha, j'étais où j'ai dit non, je n'étais même pas de service. Donc ce n'est même pas une question d'armes, c'est que tout est fait d'une façon biaisée pour me mettre dans le problème de député Pacha. Or c'est mon chef avec qui je sers qui m'a envoyé là-bas pour aller sécuriser la maison. J'étais de service à l'OME 2. Mon camp, c'est bon. Mon service, c'était l'OME 2 centre et on monte souvent à l'OME 2. On occupe certains postes de l'actuel chef d'État, Fort Essaouira, et que le jour, comme interpellé, j'étais de renfort
Et j'avais 9 éléments avec moi. Et bon, c'était pour renforcer, comme il y avait eu cet événement. Moi, j'étais, le jour J, c'était le 12 avril, qu'un commando est parti chez l'honorable Pacha pour tirer et que ce dernier voulait faire un coup d'État. Bizarrement, ils ont dit que j'étais complice avec mon chef, Roch Moussingé. Donc, il n'en a pas question. Donc, ils m'ont dit de replier là-bas. Bon, j'ai dit je vais rendre compte à mon chef d'abord avant de replier. Mais bon, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu ça. Et c'est là, à l'ANR, ils ont commencé par me demander que oui, que bon, qu'est-ce que je cherchais chez le député. Avec la douceur, j'ai dit mais c'est mon chef, il m'a donné un service auquel je dois assumer. En ce moment, moi j'étais de repos, j'étais à la maison. Le 12 avril, j'étais à la maison. Quand je suis venu à l'Homme du Centre, tout comme les autres jours du service, pour prendre le service. Et c'est là-bas on nous fait savoir qu'il y a eu un problème et que la FIRA a intervenu. Donc, le jour-là, on nous a pris de piquet. On était de piquet à l'Homme du Centre. Et le lendemain, on m'a désigné comme chef de groupe de prendre 9 éléments pour aller renforcer chez le feu général Yassime Yadema. C'était à l'Homme de domicile. Donc, bon, vous m'avez dit de replier, je ne pouvais pas partir sans l'aviser. Il faut le faire le compte rendu que bon, voilà la situation qui prévaut. Donc il m'a présenté sur un appareil de test de mensonge ou avec des accoutrements bizarres que je n'ai jamais vus. Et vraiment tout ça, ma tension était montée, tout ça, je ne comprenais plus rien. Et dit bon, on m'oblige avec des pressions pour obtenir des aveux sur moi, mais j'ai dit non. J'étais là-bas et je suis parti me laver, j'étais couché sur mon lit quand il y avait 4 éléments de l'ANR. Leur chef était le capitaine Palais. On a envoyé m'appeler. Quand je suis venu, j'ai salué le commandant et le capitaine. Et ils me disent de donner mon prénom. Quand j'ai donné mon prénom, ils disent que oui, que c'est moi. Et maintenant, le commandant et au-delà demande pour quelle cause ils me cherchent. Et ils ont dit non, toujours c'est pour un petit renseignement. Ce que je reconnais, je sais que j'ai passé les consignes sur ce PM silencieux sans problème. Le matériel a été reconnu bel et bien présent dès les passations de consignes. Et d'accord. Arrivé à l'ANR, c'est là-bas, on m'amène dans le bureau du capitaine Kadanga. C'est dans le bureau du capitaine Kadanga. J'étais assis, je l'espérais. Et après, un élément est venu, il me demande de remettre mes portables. J'avais 2 portables. Que de remettre mes portables. C'est là-bas que j'ai dit que, bon, pourquoi on m'a amené pour un renseignement et pourquoi on va dire que non, que ici, que l'ANR c'est comme ça. Tout comme le sergent-chef Adité Kwame Kakbo, ils affirment avoir été torturés. À l'ANR là-bas, étant dans les cellules, on vient, malgré, on a fait 4 jours, 14 jours sans manger, on vient, on les stresse, certains parmi nous, pour les suspendre. On a suspendu près de 4 ou 5 personnes. Donc, ils m'ont mis sur un lit, menotté comme ça, mon bras gauche comme ça, contre le lit, couché à plat dos. Il n'y a pas de possibilité pour tourner comme ça. Et la nuit, qu'est-ce que je fais? Bien serré, hein, bien serré. Donc, la nuit, il y a un évian d'eau que je prends pour pisser dedans. L'adjudant-chef, c'est d'où? Quand il veut faire les selles, c'est nous. On prend les viandes, on ajuste ça à son anus. Un homme qui peut me mettre au monde 3 fois, on a fait ça. On ajuste, il fait les selles dedans et on dépose à côté. Pareil pour l'urine.
Maintenant, le problème, il y a certains, et ils sont seuls dans leur cellule. Quand le besoin de faire pipi arrive, ils font ça sur eux. Le besoin de faire caca, ils font ça sur eux. Donc c'est comme ça. Jusqu'à ça a duré 2 semaines. 2 semaines. Donc, on ne se lave pas. Quand on vient, on t'ouvre, on t'amène tu ramasses tes besoins que tu as fait par terre pour aller jeter dans le WC. Et c'est là où tu vas profiter. Si même tu n'as même pas envie de faire celle, tu vas forcer là-bas pour pouvoir faire en même temps. Parce que quand on te ramène, on t'enferme, c'est parti pour le lendemain. Donc c'est comme ça. Et maintenant, quand on t'amène, tu profites, tu ouvres l'eau, tu te mouilles et avant de revenir. Vers 4h30, ils viennent me faire sortir pour aller jeter ça. Et si j'ai à faire mes besoins, j'ai que 5 secondes. Donc si tu es dedans là-bas, tu attends, on vient te taper la porte. Et tenez-vous bien, en étant sur le lit, chaque bout de temps, c'est-à-dire que dans la nuit surtout, pour m'empêcher de dormir, il y a un commandant, au nom du commandant Kilo, qui passe les rondes. Et il vient, il vérifie comment les menottes sont serrées et tout ça là, tout le temps, de minuit en allant. Mon papa fut un ancien militaire. Je n'ai jamais fait 24 heures sans manger. Jamais de manger. 24 heures. Même rester de matin jusqu'à 14 heures là, sans manger, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais là-bas, on m'a fait faire 4 jours sans manger. Et les autres ont fait jusqu'à 7-8 jours. Donc, maintenant, il y avait une association qui devait venir nous rendre visite à l'ANER là-bas. Et nos tortionnaires là sont venus. Ils nous ont intimidés que si quelqu'un de nous dit quelque chose, un seul mot là, ils vont nous terminer. Moralement, psychologiquement et physiquement, vraiment, j'étais torturé dans les 7 jours. C'était un véritable calvaire pour moi que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais pensé que vraiment, à la fin de ma retraite, j'étais à quelque part de ma retraite que je vais subir des trucs comme ça. Sincèrement, c'est lamentable. Ils sont venus, ils nous posent la question que comment le traitement, et déjà eux ils ont vu que non, comment nous laisser à même le sol, c'est pas bien, que tout ça là. Ils nous questionnent que comment le traitement, est-ce qu'on mange à on mange comme des fois dans la journée. Tout ce que nous on sait tu, parce que on ne dit pas oui ou non, nous on sait parce que si tu dis quelque chose et la nuit on te tue, ou soit on te mine, on met quelque chose, parce que c'est ce qu'ils vont vous servir, vous allez manger. Si après ils vous minaient, donc tout ce qu'ils ont dit, on sait. Et eux-mêmes ils ont compris. Tenez-vous bien, dans l'armée, quand vous faites 15 ans de service, vous êtes au-delà de 15 ans de service et qu'il y a un problème grave qui surgit, c'est qu'on vous met en retraite anticipée. Tenez-vous bien, moi j'étais dans ma 27e année quand le problème est arrivé. Des moments qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, de même que leur famille. Even do we are on a very tam tinem do na pon be no tam zona for ne game la sinima do bua zona for kaka ina prison pa me chona even do a chovene amoyo ke enton ni to mi to c'est VVP. Quoi, mille quoi, mille francs de vie pour avec 1000 francs. Kaka, bateau. Et va les d'autres, même quoi, gaber 1000 plastiques. Il faut nous kaka, qui me ma au champ, ou d'ailleurs, mais bateau. Non, n'est m'dana. Il me prend à des foutis. Car on l'a nya, on le soucoule, on la va, et pour que me plaît, va y plaire à ma tati. Ma soeur na wala va tout fait tout fait ken gbe na ba kwa kwa alo ni fufu nye gbo kwa na nam ga e ma ba du nu gba ma ba play ipo ma
pas non les n'importe quoi virer pour ma soeur gagner au temps là va tout faire sur petit déjeuner à 100 francs n'importe 100 francs bien manao mais n'y a pas chance on l'a déjà une avant son arrestation on vivait facile avec un travail et quand on l'a arrêté c'était la galère. On était dans une chambre salon. Donc quand on l'a arrêté, les premiers mois, on a tellement souffert parce qu'il n'y avait pas de manger. On devait payer nos cours. Donc il apprenait un métier aussi. Donc c'était difficile. L'enfant était petit. Des fois même, pour lui trouver la bouillie à boire, c'était tellement difficile. Je restais pas 3 jours, 4 jours sans manger. Donc, quand on a permis d'aller le voir, on marchait des kilomètres à l'enfant au dos pour aller. Des fois tu vas, tu prépares, tu souffres, tu prépares quelque chose pour aller, pour l'amener. On te renvoie avec la nourriture. Fois même des fois de faire des jours que l'on ne voit pas. Donc après on nous a dit de faire un papier pour pouvoir le voir. Malgré ça aussi, on n'allait pas. Donc, le métier aussi que j'apprenais, je voulais aller à l'examen. Je n'avais pas de moyens. Donc j'ai souffert, j'ai trouvé l'argent pour aller. On a volé aussi l'argent au travail. Donc c'était dans des conditions difficiles que je suis allée à l'examen. Les victimes de la torture au Togo, voulant à tout prix que de tels actes ne se reproduisent plus, se sont réunis en association. Et chaque fois qu'ils le peuvent, ils se retrouvent pour réfléchir sur l'avenir de leur association dénommée Asvito, entendez Association des victimes de la torture au Togo. Depuis le départ en exil de leur président, c'est lui, Kao Acholi, secrétaire général, qui assume l'intérim. Avec la dernière visite du sous-comité de prévention des Nations Unies au Togo, les victimes sont allées faire des témoignages poignants pour faire savoir que c'est réel la question des tortures. Et c'est des témoignages vivants que nous avons présentés, la CIVITO a présenté devant le sous-comité de prévention de la torture. Et nous rencontrons également les chancelleries pour leur parler de la situation des victimes. Et il y a des procédures qui sont faites, mais c'est que nous remarquons toujours que l'État continue par faire la sourde oreille. L'État ne veut pas du tout réagir par rapport à la misère des victimes. Et nous sommes interpellés dans ce cas maintenant à mener des actions. Et nous avons appelé les victimes à être à l'écoute quant aux actions que nous allons mener sur le terrain de revendication afin qu'elles puissent trouver un tant soit peu la réparation qui suppose l'indemnisation, la réhabilitation, la réadaptation et surtout les garanties de non-répétition. Et je crois que c'est ce qui va réellement combattre l'impunité. Grâce aux pressions des organisations de défense des droits de l'homme, une attention particulière a été portée sur le phénomène. Mais c'est le traitement infligé à toutes ces personnes qui retiennent notre attention, notamment les allégations de torture, puisque durant le procès qui avait déjà commencé courant septembre 2011, les détenus avaient fait des révélations devant le juge. Et le 13 septembre 2011, nous avons publié une déclaration dans laquelle, intitulée Togo, procès Pachanya Singbe, les aveux estorqués sous la torture ne doivent pas être retenus. Ce titre, au fait, est tiré tout simplement de la Convention des Nations Unies contre la torture, auquel le Togo est parti déjà en 1987. Et donc, qui dit clairement que les aveux estorqués sur une personne grâce aux actes de torture ne pouvaient pas être retenus devant un procès. Et donc, les autorités ont réellement réagi à cette publication. 5 jours après la publication de cette déclaration d'Amnesty International, le ministère de la Justice va, le 18 septembre 2011, mandater la Commission nationale des droits de l'homme afin d'ouvrir une enquête impartiale. L'enquête va suivre son cours. Les résultats de cette enquête
seront rendus publics en février 2012. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, son contenu sera en faveur des victimes. Le dernier événement, le triste souvenir en date, est la publication du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme qui a constaté qu'au sein de l'Agence nationale de renseignement, une agence qui a été placée sous l'autorité directe du chef de l'État, il y avait des actes de torture. Et vous savez, c'est dans le dossier de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État. De temps en temps, les organisations de défense des droits de l'homme ont eu à crier qu'il y a eu ces actes de torture. Et on ne nous a pas cru. Nous avons alors réitéré les mêmes revendications lors du procès de l'honorable Pacha Gnassingbé et co-accusé. On a dit que nous n'avions pas de preuves, mais la Chambre judiciaire a ordonné une enquête. S'en est suivi alors le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme qui a rapporté la preuve qu'il y a des actes de torture au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Au jour d'aujourd'hui, je crois que la CNDH a émis des recommandations. La CNDH a particulièrement dit qu'il faut des sanctions exemplaires à l'encontre des tortionnaires. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que rien n'a été fait. Et pire encore, ceux qui ont été torturés croupissent encore en prison, malgré la décision de la CEDEAO qui dit que l'État doit prendre des mesures nécessaires et urgentes pour faire pallier ou bien pour faire cesser les cas de violation des droits de l'homme. Eh bien, nous continuons toujours ce combat et nous pensons qu'un jour, la torture sera extirpée, sera finie dans notre pays et que ceux qui sont en détention, malgré qu'ils ont été torturés, seront libérés. Je rappelle entre-temps que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a pris une résolution demandant de mettre en liberté ceux qui ont été victimes de la torture dans cette affaire. Aujourd'hui, le dossier est sur le bureau du groupe de travail sur la détention arbitraire. Nous attendons dans quelques jours la décision que ce groupe de détention arbitraire a rendue. Parce que pour nous, lorsque la Cour de justice de la CEDEAO a dit que le procès qui a conduit à leur condamnation était un procès inéquitable, à partir de ce moment, eh bien, la conséquence dirait c'est que toutes les condamnations devaient tomber et que le procès devait être révisé pour que ces gens soient libérés. Nous avons plusieurs faits cela. La Cour suprême nous a déclaré irrecevables. Bien, nos yeux sont tournés maintenant à l'international pour voir ce que ça va donner. Nous, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, nous faisons au quotidien le monitoring de la situation des droits de l'homme. Maintenant, au-delà de ça, il y a cet aspect torture qui est vraiment à prendre en compte. J'aimerais préciser que le Togo a vraiment un problème dans le cadre de la lutte contre la torture. C'est que ce phénomène n'est pas criminalisé dans notre pays. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le code pénal au Togo ne criminalise pas la torture. Donc si quelqu'un est reconnu comme auteur de torture sur autre personne, le juge n'a même pas de disposition légale pour pouvoir le punir. Ça, c'est très grave. La torture est présente dans toutes les sociétés et elle ne peut pas être justifiée de quelque manière que ce soit, que l'on soit du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest. On doit tout faire pour combattre la torture. Deuxièmement, il faut distinguer dans le cas du Togo la situation de la torture intrinsèquement considérée et la situation des traitements cruels, inhumains et dégradants qui sont relatives au fonctionnement de nos lieux de détention. Une fois le rapport rendu public, le président de la Commission nationale des droits de l'homme va devoir quitter le pays suite à des menaces de mort. Aujourd'hui, malgré les nombreuses pressions des organisations de défense des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme semble s'améliorer au Togo. Mais ces dernières estiment que de nouvelles dispositions doivent être prises pour mettre fin à cette pratique. Quand ce phénomène a été révélé par le rapport de la CNDH, le premier travail que nous avions fait, c'est faire un plaidoyer pour que la torture soit criminalisée. Ça veut dire qu'il faut réadopter un nouveau code pénal qui criminalise la torture. Et là, dans le cadre de notre travail, nous avons produit un rapport alternatif au rapport de l'État qui s'était présenté devant le comité contre la torture des Nations Unies.
Et dans ce rapport alternatif, nous avions pu démontrer avec des éléments de preuve qu'il faudrait amener l'État togolais à adopter un nouveau code pénal. Donc ça fait qu'au retour du comité contre la torture, l'État togolais a adopté un avant-projet de nouveau code pénal qui n'est pas encore adopté malheureusement. Nous l'avons dit à temps et à contre-temps, on considère dans nos pays que lorsque les gens sont en conflit avec la loi et qu'ils sont dans un lieu de détention, ils n'ont plus des droits. Donc il faut rappeler que la Convention contre la torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain et dégradant combat énergiquement cette concession de la chose, cette concession de l'infraction, cette concession du délinquant qui est présumé innocent jusqu'à ce qu'un procès lui établisse sa culpabilité. Il faudra leur lancer un message très fort que la torture n'est pas admise dans aucune circonstance. La torture n'est pas admise dans aucune circonstance. Il n'y a même pas une raison qui justifie la torture. Et je vais vous dire encore une chose, c'est que celui qui torture quelqu'un en face de lui, la personne faible, ce n'est pas la personne torturée. C'est le tortionnaire qui est faible. Parce que le tortionnaire est quelqu'un qui utilise une méthode illégale pour arriver à ses fins. Et vous savez que celui qui utilise une méthode illégale dans une société, c'est lui le faible, c'est lui le déviant. Ce n'est pas la personne qu'on torture. Et donc le faible, pour nous le vrai malade, c'est le tortionnaire. Et c'est pour cela qu'il faut que l'autorité puisse le sanctionner d'abord et l'éduquer pour qu'elle puisse comprendre que la torture n'est pas le meilleur moyen. Et au pire des cas, si c'est une personne relevant des forces de sécurité, cela voudrait dire tout simplement qu'elle ne maîtrise pas les méthodes de son travail. Même si une partie des victimes a été indemnisée, la grande majorité, elle, attend toujours. En attendant d'entrer en possession de leurs droits, ils continuent leur lutte pour qu'aucune personne ne soit plus jamais torturée au Togo.